Sud Midi. Bonjour à tous. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de cette édition qui nous mène directement à l'Assemblée nationale où les députés examinent le projet de budget du ministère du Commerce et de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Abdoulaye Dieye, bonjour. Bonjour X, vous l'avez dit, les députés se penchent aujourd'hui sur le budget du ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Et pour l'exercice 2023, ce budget est arrêté à 132 milliards 735 692 379 francs CFA. Les discussions générales autour de ce budget ont débuté il y a moins d'une heure et les premiers députés qui se sont reliés à la tribune ont naturellement abordé la question de la cherté de la vie, notamment avec les nouveaux prix, avec la réduction des prix des denrées de première nécessité. Ils ont donc salué les efforts de l'État, mais demandant que ces efforts soient accentués et que les contrôles se fassent. C'est pourquoi les députés ont plaidé pour le retour des contrôles économiques afin d'éviter la hausse exagérée des prix des denrées que l'on note à chaque période par les boutiquiers et les détaillants. L'autre question qui a été donc abordée reste la modernisation des marchés et la reconstruction des marchés qui ont été détruits par des incendies, notamment celui de Diourbel, de Ziguinchor, entre autres, mais également ils ont plaidé pour le renforcement, pour renforcer l'appui aux agriculteurs et producteurs à travers la construction des magasins de stockage. Pour le moment, je l'ai dit, les discussions donc se poursuivent en attendant donc que le ministre prenne la parole pour répondre aux questions, aux interpellations des députés ici à l'Assemblée nationale isénienne. Merci beaucoup Abdoulaye Diop. Les débats vont se poursuivre à l'Assemblée nationale en présence du ministre du Commerce chargé de l'application des mesures de baisse des denrées de première nécessité, mesures en vigueur depuis plusieurs jours, mais baisse qui n'est pas effective pour tous les produits. La baisse des prix de l'huile de palme et du riz local est effective sur le marché. Les commerçants commencent à respecter les prix fixés par le gouvernement. Cependant, la viande reste toujours chère. Le sucre est devenu introuvable. Constat avec Radissel. Les consommateurs commencent à sentir une baisse sur les prix du riz et de l'huile. Ces denrées sont vendues au prix fixé par le gouvernement, constatent ces femmes. Ah oui, le prix de l'huile, on est vraiment très contente parce qu'au lieu que de 1600, on l'achète maintenant à 1200 francs, un litre d'huile. Le riz et l'huile, c'est bon. Parce qu'auparavant, on achetait ça à 1500, 1600. Mais maintenant, si c'est 1300, c'est bien. Voilà, on a beaucoup de diminué. Non parfumé, 325. Oui, ça est diminué. Oui. Toutefois, le sucre est vendu à 600 francs, voire 650 francs le kilo. Pas de baisse, ce qui a conduit à une rétention du produit dans certains endroits. Le sucre, non. C'est toujours à 650 le kilo. Oui. Donc, à propos du sucre, ces 50 francs, ils sont diminués. C'est bien, pas mal aussi. Si, dans mon sorte de sucre, on a fait que manque de compris 575. Waaw. 3 600 francs, c'est le nouveau prix du kilo de la viande. Mais sur le marché, la réalité est autre, constate amèrement ces dames. La viande, non. Parce qu'on vend chaque jour le kilo à 4 000 francs. On n'a pas diminué ça. Le kilo 4 000, ou le 3 800, ou le 3 900. Mais il y a 3 600. Non. Ces consommateurs invitent le ministre du Commerce à plus de contrôle. Annoncé il y a moins de 2 semaines, la baisse des prix n'est toujours pas effective dans l'ensemble, une situation qui commence à durer. Même constat dans la banlieue de Dakar, la mesure de baisse n'est pas appliquée sur tous les produits de première nécessité. Cette baisse est effectivement donc appliquée pour le riz ou encore l'huile, pas pour les autres denrées dans la banlieue où la population demande à l'État de sévir. Elhadj Moussa Thiam. La mesure pour l'application des nouveaux prix n'est pas toujours effective dans les boutiques de la banlieue. Certains détaillants ne l'ont appliqué que sur certaines denrées, d'après cette dame qui vient de sortir d'une boutique. Par contre, ce père de famille estime le contraire. Pour lui, il y a réellement baisse des prix sur toutes les denrées. Là, au niveau des boutiques,
vont être un petit peu vérifiés. Ils ont commencé à le faire. Ndiouga Diop, devant sa boutique, soutient être en phase avec la dame. Il y a des boutiques qui font de la rétention de produits pour ensuite spéculer. Il y a une légère baisse parce qu'il y a toujours il y a des gens qui font de la rétention de stock pour ne même pas écouler leurs produits, disant que l'État n'a pas joué franc jeu. Donc il faut que l'État sévisse. Même si l'application de la mesure de baisser les prix est toujours mitigée, l'État doit faire un effort sur le renforcement du contrôle, à défaut instaurer des boutiques témoins, a indiqué ce père de famille. Par exemple, nous dire un contrôle de prix, des boutiques de témoins, quelques boutiques dans certains quartiers de la place, quoi, ne serait-ce que mon un départ. Et puis nous c'est parce que nous avons une concurrence. Vous faites qu'il y a 2 boutiques de témoins dans un quartier, nous savons qui ils vendent le kilo de sucre à temps, qui tend le koyaï, mais tant que concurrence, il y a des problèmes. Pour le vieux Moussa Gorgorlou, le suivi doit être de mise, sinon c'est toujours les populations qui vont trinquer. Mais si on commence à la forme, ça revient toi-même. Comme il faut, sinon le ministre du Commerce a récemment effectué une tournée dans la banlieue pour rencontrer les commerçants, ce qui semble n'avoir pas trop d'impact sur l'application de la mesure dans certaines places de commerce. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, parlons de cette grève dans le secteur primaire qui se poursuit. L'intersyndicale des travailleurs a décrété 48 heures de grève et le mot d'ordre est reconductible. La grève débute ce mardi. Un mot d'ordre décrété malgré la médiation de certains acteurs pour trouver une solution aux nombreux problèmes du secteur primaire. Omar Dramé, membre de la cellule de communication, réagit au micro de Ndeye Mariam Ndiaye. Malgré donc une lueur d'espoir par rapport, n'est-ce pas, à ce que ces autorités nous ont dit et qui suivent de très près le dossier, mais toujours pas de réaction positive de la part de l'État qui doit, je vous rappelle, convoquer une réunion plénière pour décider la suite donc à donner par rapport à notre mouvement d'humeur et enfin remédier notre difficulté. Il en est sorti de ces différentes rencontres que le dossier est en très bonne voie et sur la table du Premier ministre et que le Premier ministre donc attend les instructions du Président de la République pour qu'enfin le gouvernement puisse donner sa décision officielle par rapport à cette situation. Mais comme jusqu'à présent donc aucune notification réelle nous a été adressée dans ce sens, nous avons décidé de poursuivre notre mouvement d'humeur. Malgré que hier lundi, nous avons travaillé toute la journée, mais à partir donc de ce mardi, nous avons décidé de décréter une grève générale de 48 heures renouvelable à compter donc de ce mardi 22 novembre 2022, en attendant donc que les choses se précisent et se concrétise et que le Premier ministre nous revienne avec l'ensemble du gouvernement afin donc de nous dire officiellement la position du gouvernement. Colloque sur la prise en charge des maladies non transmissibles, une première au Sénégal, première qui se justifie par l'ampleur de ces maladies au plan mondial. Les derniers chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, font état de 74% de décès liés aux maladies non transmissibles. Au Sénégal, ces maladies sont responsables de 45% de décès avec comme facteur de risque principal l'hypertension artérielle. Le Sénégal fait donc face au double fardeau que constituent les maladies non transmissibles. Docteur Joseph Barbosa du Fonds mondial Intra-Health Sénégal au micro de Marie-Rosalie Ndiaye. Si de grandes avancées ont été obtenues dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, le Sénégal fait face aujourd'hui au double fardeau que constituent les maladies transmissibles, mais également et surtout les maladies non transmissibles. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le plan mondial, les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé parlent de 74% des décès liés aux maladies non transmissibles. Et dans notre cher pays, 45% de la mortalité est liée à ces maladies non transmissibles. À ce titre, je voudrais également rappeler l'enquête STEPS de 2015 qui a fait une étude
sur les facteurs de risque cardiovasculaire, au premier plan desquels nous avons l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'hypertension artérielle a pris une ampleur extraordinaire dans notre cher pays. En effet, l'enquête STEPS a parlé de 29,8% des hypertendus dans la tranche d'âge de 18 à 69 ans. Et parmi ces hypertendus, seuls 17% étaient sous traitement. Et parmi les gens qui étaient sous traitement, seuls 8% étaient correctement traités. Rappelons également que toutes ces maladies ont les mêmes facteurs de risque, dont certains peuvent être prévenus par les changements de comportement. La pandémie de Covid-19 a fini de montrer l'importance de lutter contre les maladies non transmissibles. En effet, 97% des décès étaient dus à une comorbidité maladie non transmissible Covid. Si elles ne sont pas prises en charge, ces maladies peuvent constituer un frein à l'émergence de notre pays. Elles sont un fardeau économique pour tous les pays du monde, explique Dr Barnabé Nying, directeur général de la santé publique, au micro de Marie-Rosa Ndiaye. Le cardiovasculaire, le diabète, les cancers, les affections respiratoires chroniques, la maladie rénale chronique, les affections bucco-dentaires, les maladies mentales, la drépanocytose, l'hémophilie, les maladies systémiques, les traumatismes et les violences. Dans la surveillance de ces maladies non transmissibles, le Sénégal a eu à réaliser l'enquête STEPS en 2015 et des prévalences importantes ont été retrouvées, avec notamment près de 30% de nos compatriotes qui sont hypertendus et 3,4% diabétiques. Ces maladies induites par beaucoup d'événements liés à notre mode de vie, et notamment la sédentarité, l'alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée, la consommation de tabac et d'alcool, la pollution atmosphérique, qui sont autant de facteurs de risque qui méritent ainsi d'être combattus. Aussi, au cours de leur évolution, il peut survenir des complications qui vont être graves avec des conséquences dramatiques sur le plan socio-économique, sur le plan psychologique, mais aussi sur le système de santé et les ressources disponibles. En effet, ces derniers sont en augmentation et sont associés à des taux de morbidité et de mortalité très élevés. Également, la pandémie de Covid-19 a fini de montrer l'importance de lutter contre les maladies non transmissibles. Près de 97% des décès étaient dus à une comorbidité, maladie non transmissible Covid-19. Ceci étant, elle donne aussi l'occasion d'innover, de repenser notre approche et d'intégrer la lutte contre la maladie. Mettre le patient au cœur de toutes les interventions de santé. Mesdames et messieurs, le développement du capital humain et la protection sociale sont des leviers importants, voire fondamentaux, pour le plan Sénégal émergent. Les maladies non transmissibles, s'ils ne prennent pas les mesures idoines, dès maintenant, peuvent constituer un frein à l'émergence de notre pays. Un colloque sur cette question met en présence différents acteurs. Toutes les réactions que vous venez d'entendre ont été recueillies par Marie-Rosa Ndiaye. À Sédhiou, le tout nouveau centre hospitalier Amadou Tidiane Ba manque de plusieurs spécialités, notamment la cardiologie, neurologie, l'orthopédie. Et pourtant, ce joyau qui se situe en plein centre des régions de la Casamance reçoit des patients venant de divers horizons et même des pays voisins. À l'occasion de ce colloque de Dakar sur la santé, comme chaque occasion, les populations sollicitent l'affectation de ces personnels qualifiés pour assouvir la forte demande. Correspondance à Sédhiou Moussa Dramé. Le centre hospitalier régional de Sédhiou, Amadou Tidiane Ba, flambant neuf, est un point attractif très sollicité par plusieurs collectivités des régions de la Casamance et même des pays voisins. Il a été construit et équipé à hauteur de 20 milliards de francs CFA pour 150 lits. Sa position géographique en zone tampon entre la basse et la haute Casamance avec une accessibilité facile grâce au pont de Marsassoum explique cette forte convergence des populations vers Sédhiou. Toutefois, ce centre hospitalier traîne une pathologie qui peine toujours à être prise en charge par les pouvoirs publics. Il s'agit essentiellement d'un déficit criant de personnel qualifié, notamment les spécialités en cardiologie, ophtalmologie, orthopédie, neurologie, entre autres. Ce qui explique certaines références vers d'autres centres qui en disposent. Des références à la fois coûteuses et socialement inconfortables chez nombre de patients de la région de Sédhiou. Ce colloque qui s'ouvre à Dakar sur les maladies tropicales négligées pourrait sans doute servir
de tribune de plaidoyer pour doter ce joyau de spécialité et booster sa capacité de prestation conformément aux normes de fonctionnement des hôpitaux. À chaque fois que de besoin, faut-il le rappeler, les populations et les acteurs de la société civile le rappellent aux autorités, mais jusqu'ici la demande est sans suite favorable alors que les urgences font le lot quotidien des prestataires de ce centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Adjandé Mahemnie, bonjour. Bonjour Adjaïs. Mali, la junte interdit les activités des ONG financées par la France. La junte malienne a annoncé hier soir l'interdiction des activités de toutes les organisations non gouvernementales financées ou soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire. Cette décision est susceptible de concerner de nombreuses ONG auxquelles la France continuait à apporter son soutien en dépit de l'abrupte dégradation des relations entre les deux pays depuis plus d'un an. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meiga, la justifie dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par l'annonce récente par la France qu'elle avait suspendu son aide publique au développement à destination du Mali. Le Quai d'Orsay avait précisé que la France maintenait son aide humanitaire et quelques soutiens à des organisations de la société civile malienne. Guinée équatoriale, Teodoro Obiang en tête de la présidentielle, sans surprise. Selon les résultats provisoires rendus publics hier, le chef de l'État sortant de Guinée équatoriale récolte 44,2% des suffrages exprimés dans près de la moitié des bureaux de vote du pays et se place ainsi en tête de la présidentielle. Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979, se place en tête de l'élection présidentielle avec une large avance selon les résultats provisoires et donc rendus par le ministère de l'Intérieur. Très loin derrière, le président sortant, les opposants Andrés Essono Ondo de Convergence pour la démocratie sociale et seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit, et Buenaventura Monsui Asumu du parti de la coalition sociale-démocrate obtiennent respectivement 1,34% et 0,35% des voix. Covid-19 en Chine, un record de cas à Pékin qui ferme restaurants et écoles. Pékin a rapporté ce mardi un nombre record de cas de Covid-19 en près de 3 ans. La capitale chinoise de 22 millions d'habitants qui avait enregistré 621 nouveaux cas locaux dimanche dernier en a comptabilisé aujourd'hui 1438. À l'échelle du pays, le nombre total de cas quotidiens, cas importés inclus, dépasse désormais les 28 000. La province du Guangdong et la ville de Chongqing étant les plus touchées selon les autorités sanitaires. Les autorités de Pékin semblent vouloir éviter pour l'instant un confinement strict comme celui appliqué à Shanghai au printemps, mais ont toutefois renforcé les mesures sanitaires ces derniers jours. Et ceci après que 3 résidents âgés de Pékin avec des pathologies préexistantes sont décédés du Covid-19 ce week-end. Les premiers décès enregistrés liés au virus depuis le mois de mai. Terminons avec la Chine. 38 morts enregistrés dans l'incendie d'une usine après une mauvaise manipulation. L'incendie qui a ravagé une usine dans le centre de la Chine faisant 38 morts a été causé par une manipulation non conforme d'un employé, ce qu'a indiqué ce mardi un média d'État. Selon les premiers éléments, cet accident a été déclenché par une manipulation contraire au règlement de la part d'un employé de l'entreprise. Une opération de soudure électrique a provoqué l'incendie, a indiqué la télévision d'État CCTV à propos de ce sinistre. L'incendie a eu lieu lundi après-midi dans une usine de la ville d'Angyang dans la province centrale du Henan. C'en est tout à Diaïse pour cette page inter. Merci beaucoup Adjandé. Place à l'actualité sportive. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Issegnan. Coupe du monde Qatar 2022 après la défaite enregistrée hier. Un match d'ouverture contre les Pays-Bas. Les Lions du Sénégal se penchent désormais sur le Qatar. Les hommes de Aliou Cissé s'entraînent tout à l'heure à 13h GMT, 16h heure de Doha. Cheikhou Kouyaté et Abdou Diallo incertain pour le reste du premier tour, sorti sur blessure hier. Les deux Lions ont déjà subi des examens médicaux. Malgré la défaite enregistrée face aux Pays-Bas, les supporters restent confiants pour la suite de la compétition. C'est donc le papier de notre envoyé spécial au Qatar, El Hadj Malick Ndiaye. Cheikhou Kouyaté incertain pour le reste du premier tour.
Le joueur de Nottingham Forest souffre d'une déchirure à la cuisse. Il a fait des examens médicaux ce matin. Abdou Diallo sortait également sur blessure et incertain. Au-delà de la défaite, le coach perd 2 cadres. Le Sénégal a perdu hier face aux Pays-Bas. On battu hier le Sénégal 2-0. Malgré cette défaite, les supporters sont confiants pour le reste de la compétition. Pape Sambalam, du 12e Gaïndé de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de regret dans la mesure où nous sommes confiants et nous pensons qu'on peut aller très loin. Mais pour moi, vraiment, je n'ai pas de regret parce que je sais que cette équipe est capable d'aller jusqu'à la finale. Donc pour l'instant, rien n'est encore négatif. J'espère très bien que cette équipe-là, on ira jusqu'à la fin. Voilà. Donc je n'ai pas de regret. Qu'est-ce qui explique votre espoir? Mon espoir, ça explique 2 choses. La première, nous avons une équipe jeune, capable et patriote. Donc je pense que cette équipe va nous porter bonheur parce que nous tous, nous espérons qu'on peut aller jusqu'à la finale. Les fédéraux et la tutelle ont évalué la défaite au cours d'une réunion tenue ce matin. Les enseignements ont été tirés. Le Sénégal joue son 2e match contre le Qatar, pays hôte, vendredi à 13h GMT. Un match important pour la suite de la compétition. Envoyé spécial au Qatar, El Hadji Malick Ndiaye pour la radio Sud FM. Reportage de El Hadji Malick Ndiaye, notre envoyé spécial au Qatar. Il faut libérer les Lions, rebondir après la défaite aux Pays-Bas. C'est le challenge des Lions. Les choix trop prudents de Aliou Cissé ont handicapé le Sénégal. C'est la chronique du jour signée Pape Amadou Fall. Les Sénégalais ont joué au courage face aux Pays-Bas, mais ont manqué de créativité car le dispositif tactique basé sur le contre ne pouvait pas être performant avec l'absence au milieu d'un animateur offensif. En attaque, Ismaël Sarr et Crépin Diatta n'ont pas également répondu aux attentes placées en eux. Le coach sénégalais Aliou Cissé dispose pourtant d'une belle brochette de joueurs offensifs, mais il n'a pas osé bousculer ses certitudes. Un match de football ne peut reposer que sur une stratégie, mais également sur des variables. L'option récupération à outrance pour couper les relations entre les lignes bataves a montré ses limites après la sortie de Cheikh Kouyaté blessé à la 72e minute de jeu, mais également la sortie de Abdou Diallo positionné latéral gauche. C'est en ce moment en effet que les Lions ont perdu de la sérénité et ont encaissé au bout du compte 2 buts. La défense a manqué de vigilance sur le premier but en étant devancée sur un centre venu de la gauche, rabattu de la tête par l'attaquant néerlandais Cody Gakpo. Alors que sur le deuxième but, Edouard Mendy a été coupable d'une faute de main au moment où sa défense a manqué de concentration, a été devancée par David Christen à la 90e minute de jeu. Un but de trop. On s'attendait à une bataille tactique lors de cette rencontre rythmée avec une forte intensité. Les Sénégalais ont répondu présent en optant pour un pressing haut avec le positionnement de Gana Gueye comme libéraux du milieu ou box-to-box pour empêcher notamment les transmissions entre la défense et le milieu batave, alors que Cheikh Kouyaté et Nampalys Mendy, très vigilants, ratissaient très large. Cette disposition n'a pas empêché les bataves de s'offrir des occasions de but très nettes en première mi-temps, notamment car le duo Kalidou Koulibaly et Pape Abdou Cissé n'a pas été très complémentaire. Il s'agit désormais de rebondir en étant audacieux face à des Qataris qui vont jouer leur survie vendredi prochain. L'adversaire du jour, hors de la compétition, va vendre chèrement sa peau sous peine d'élimination. Aliou Cissé devra libérer offensivement son équipe. Des choix osés sont attendus tout en gardant les équilibres. Un grand entraîneur s'est évolué dans ses choix et cette stratégie. Aliou Cissé devra donc convaincre son monde, lui qui a endossé seul la défaite des Lions. Il a mieux à faire en faisant rebondir. Son équipe. Deuxième sortie des Lions du Sénégal, c'est donc vendredi prochain contre le pays hôte, le Qatar, à partir de 13h. En attendant cette affiche Qatar-Sénégal comptant pour la deuxième journée de la compétition, retenez que la première journée se poursuit avec une grosse surprise, la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite 2-1. L'Argentine de Léo Messi, une des favoris de ce mondial.
tout à l'heure à 13h. Retenez que Tunisie joue contre Danemark. À 16h, Mexique-Pologne. 19h, les champions du monde en titre. Les Français jouent contre l'Australie. Merci beaucoup Odile Minkilan. Nous restons dans le monde du sport pour accueillir l'invité de ce 12h. Sud Midi, l'invité. Notre invité revient donc sur la défaite de l'équipe du Sénégal hier au Qatar. Retenez que le Sénégal doit se reprendre pour faire face donc à l'équipe du Qatar. Ce sera ce vendredi. On en parle avec notre invité Khalifa Ababacar Ndiaye, ancien directeur du desk sport du quotidien Le Soleil. Il répond aux questions de notre envoyé spécial au Qatar, Elhadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Khalifa Ababacar Ndiaye. Bonjour. Bonjour Malick. Vous êtes ancien directeur de la rédaction sportive du quotidien national Le Soleil. Alors, le Sénégal a débuté la compétition hier face aux Pays-Bas. Match soldé par une défaite des Lions du Sénégal 2-0. Alors, Khalifa, quel enseignement tirer de la défaite des Lions du Sénégal hier? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un match qu'on a perdu, qu'on ne devrait pas perdre. Dans ce genre de situation, à défaut de gagner, il faut sécuriser le match nul. Malheureusement, le Sénégal s'est incliné dans les 10 dernières minutes. Et ça ne devrait pas arriver à ce niveau de la compétition. Certes, il est trop facile de le dire parce qu'un match, il dure du premier coup de sifflet au dernier. Donc, il faut être vigilant du début à la fin. Bon, mais je pense qu'en fin de partie, les Lions n'ont pas été assez vigilants, surtout en défense. Parce que le centre qui amène le premier but, il ne devrait pas dépasser les deux défenseurs centraux qui sont là. Malheureusement, le gardien a tardé à sortir un tout petit peu, une fraction de seconde, et ça nous a coûté ce but. Bon, maintenant, après ça, on a essayé de revenir au score, mais malheureusement, on s'est fait prendre aussi sur un deuxième but qu'on aurait également pu éviter parce que, bon, à mon humble avis, le gardien de but aurait pu mieux s'en sortir. Même si, bon, c'est facile, je vais dire, depuis la tribune, d'analyser la performance du gardien de but. Il aurait bien aimé sauver cette action, mais il y avait, d'après moi, une possibilité d'écarter le danger sur une main ferme qui dégagerait le ballon plus loin que dans les pieds de l'adversaire. Donc, il y a des regrets? Il y a forcément des regrets parce que, bon, l'équipe s'est bien comportée pendant 80 minutes, mais un match, malheureusement, il ne dure pas 80 minutes. Il faut aller jusqu'au bout. Pendant 80 minutes, le Sénégal a tenu tête aux Pays-Bas. On a eu 2 ou 3 tirs cadrés, bien sentis, qui auraient pu déboucher sur des buts, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, malheureusement, on s'est fait prendre en fin de partie et ce sont des choses à éviter à l'avenir, quoi. Il faut se concentrer surtout du début à la fin. Alors, le Sénégal qui perd son premier match, qui perd également 2 de ses cadres, Cheikhou Kouyaté et Abdou Diallo, sont incertains pour le reste du second tour. Alors, comment Aliou doit réajuster sa stratégie? Oui, bon, Aliou, il faut dire que depuis le début, il est dans le réajustement parce que déjà jouer sans Sadio Mané, c'est forcément réajuster l'équipe. Bon, heureusement que hier, tout le monde a joué pour Sadio Mané et tout le monde s'en est plus ou moins bien sorti, quoi. Donc là, il va falloir faire peut-être sans Kouyaté. Kouyaté qui, de mon point de vue, a été le meilleur Sénégalais hier. Vraiment, il a été présent dans la surface de réparation sénégalaise jusque de l'autre côté du terrain. Il va falloir faire sans lui. Moi, je pense que c'est l'absence qui devrait être la plus préjudiciable à l'équipe du Sénégal. Encore que, bon, on a toujours des solutions au milieu du terrain avec peut-être Pathé Ciss qui pourrait revenir jouer dans le même registre que lui. Mais Kouyaté a une expérience du haut niveau que Pathé Ciss n'a pas forcément. Et bon, ce sera difficile pour lui de le remplacer. Bon, il peut le remplacer numériquement, mais est-ce qu'il pourra faire ce qu'il a l'habitude de faire? On ne sait pas, mais ça peut aussi le sublimer, le fait de remplacer quelqu'un d'indétrônable, entre guillemets. Ça peut le sublimer. Quant à Abdou Diallo, bon, il n'a pas été très à l'aise dans le match d'hier. Peut-être parce qu'il se remet un peu difficilement de sa blessure. Bon, mais on a vu que Jacobs a fait une entrée assez intéressante. Bon, on attend de le voir sur la durée. Alors, la toute dernière question, elle est relative à la prochaine sortie de l'Union du Sénégal face au Qatar pays hôte. Les 2 équipes occupent la dernière place de cette poule. Alors, quelle équipe du Sénégal face au Qatar vendredi prochain? N'importe laquelle. Quels que soient les joueurs qui seront sur le terrain, ils savent ce qui les attend, ce qu'ils ont à faire, c'est de remporter ce match. Moi, j'étais au match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Ce que j'ai vu, bon, ça ne m'empêche pas de dormir, hein, parce que bon, le Qatar est une équipe, bon, disons moyenne, n'ayant pas peur des mots. Le Sénégal, lui, est supérieur
Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Même sans Sadio Mané, le Sénégal est supérieur au Qatar. Donc il va falloir prouver ça sur le terrain et remporter la victoire sur ce match. Après, peut-être qu'on va jouer la finale contre l'Équateur et là, il faudra y aller à fond. Donc il n'y a pas de calcul. Tous les matchs, même les matchs amicaux, il faut les jouer pour les gagner. Donc à plus forte raison en Coupe du Monde. C'est le pays organisateur qu'on va jouer vendredi prochain. Il n'y a pas de raison de douter ou de se poser des questions. Il faut y aller franchement et chercher la victoire. Et c'est dans les cordes de l'équipe du Sénégal. Khalifa Ababacar Dia, je vous remercie. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la rédaction sportive du quotidien national Le Soleil.